C'est un événement encore mystérieux à bien des égards. Chaque année, quelques jours après la pleine lune du mois de novembre, les coraux pondent une nuée d'œufs, tous en même temps ou presque. Et cette année, une deuxième ponte pourrait avoir lieu après la pleine lune du mois de décembre, plongée dans un mystère de la nature, la ponte des coraux. Ce soir, dans Ça vous parle, bonsoir et bienvenue. 2 heures après le coucher du soleil, les coraux se mettent à pondre pendant 2 heures, d'après un calendrier qui semble bien précis. Mais que sait-on de cette étrange synchronisation? Nous poserons nos questions ce soir à Cinzia Alessi, doctorante à l'IRD qui prépare une thèse sur les coraux. Vous avez suivi la ponte des coraux à la baie des Citrons cette année et vous nous avez ramené des images. Je reçois également Sylvain Gauvin, responsable en aquariologie à l'aquarium des Lagons, l'un des rares aquariums au monde où les coraux en bassin pondent en même temps que les coraux en mer. Et vous nous expliquerez comment cela est possible. En cours d'émission, nous verrons que nos coraux calédoniens pourraient prétendre au titre de champion du Pacifique de la reproduction. Depuis 10 ans, l'Institut de recherche pour le développement étudie le fruit des pontes des coraux ici au pays et les résultats sont étonnants. Explication dans quelques instants. Puis, en fin d'émission, changement de sujet, je vous emmène à la découverte de Mes Troquetteries, un nouveau lieu à Nouméa où l'on peut troquer ses vêtements. Objectif, limiter ses achats pour protéger la planète et pour protéger aussi son porte-monnaie. J'ai testé pour vous ce nouveau concept. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Ça vous parle. Comme vous le voyez, je remplace exceptionnellement Blandine qui a préparé cette émission mais qui malheureusement ne peut la présenter ce soir. Sans attendre, je vous propose de plonger avec nous direction Touhau. Il y a 10 jours, juste après la pleine lune du mois de novembre, des passionnés se sont mis à l'eau de nuit pour assister à la ponte du corail, un phénomène que l'on appelle aussi la neige à l'envers. C'est un reportage signé Ismaël Ouakaseou. Chaque année, au mois de novembre, en Nouvelle-Calédonie, les jours suivant la pleine lune, se prépare un phénomène exceptionnel et peu connu, la ponte du corail, le plus grand écosystème vivant qui se reproduit de façon massive et synchronisée. Ici, des images capturées la nuit du 12 novembre aux alentours de 21h, 3 jours après la pleine lune, à Touhau sur la côte Est. Ce phénomène a pu être observé sur tout le pays de manière discrète et moins synchrone que les années précédentes. Pour l'occasion, l'association de plongée de Koné se prépare pour l'événement. Donc on va se diriger vers la passe de Vaux, on va redescendre un petit peu vers la passe de Koné, on va trouver sur le petit spot qui s'appelle le Jardin des Oies. On va avoir à peu près 45 minutes de navigation. On va aller sur ce site-là parce que c'est très riche en corail. C'est un beau récif corallien et là-bas on va peut-être avoir la chance de pouvoir observer la ponte du corail. Allez, go les amis! Le dernier briefing sur les conditions est fait, les plongeurs sont prêts et équipés. Il leur faut maintenant vite s'immerger compte tenu de la météo capricieuse. Une fois sous l'eau, c'est dans un espace calme qu'ils évoluent et découvrent la vie nocturne. Et là, le miracle de la nature se produit. Les plongeurs assistent à une timide ponte d'un corail massif à peine visible sur la caméra. Une observation qui aura duré une poignée de secondes. Pour une première plongée ponte des coraux, c'est vrai que c'était assez discret quand même au niveau de la ponte. On a pu observer pour la première fois, en tout cas sur les 2 plongées auxquelles je participe, une très discrète manifestation de la ponte des coraux. On n'a pas pu vraiment se baser pour faire de la photo ou de la vidéo avec des sorties d'œufs des polypes. Et pourquoi ? Peut-être que c'est la lune qui commence juste à se lever là, où la température de l'eau est très fraîche cette année. Là, hier elle était à 24, aujourd'hui 25. C'est un petit peu tôt je pense.
La variation de la température de l'eau, la lunaison, la marée semblent être des facteurs essentiels pour le bon déroulement de la pente du corail. Voilà, bon, ils n'ont pas vu grand-chose. C'est pas facile d'être au bon endroit au bon moment? Non, pas du tout. Et c'est vrai qu'en fait, la ponte des coraux, elle arrive toujours après la pleine lune. Et du coup, il y a cette fenêtre, elle peut changer un peu. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, c'est pas... Normalement, il y a des endroits où la ponte, c'est toujours les 5e jours après la pleine lune. Ça, c'est le cas de Yengen ou le cas de Lifu. Oui, c'est ça, parce que là, c'était timide à tout haut. Mais est-ce que ça a été le cas partout, dans tout le pays? Mais j'ai parlé avec des différentes personnes dans la Côte Oubliée, à Yengen, à Kone et un peu ici, au sud de Nouméa. Oui. Et en fait, on a eu tous la même impression que c'était un peu un timide, un petit ponte. Mais c'est vrai, en fait, qu'on a quand même on a l'impression, mais on ne sait pas trop. Et ça, on peut savoir si c'est vraiment un petit pont ou si c'était un pont normal. Après, si on regarde les données sur le recrutement, et du coup, là, on peut avoir la confirmation si c'était juste un petit pont ou non. Ou peut-être à 10 ans, on va voir. D'accord, bon, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cette émission. Sylvain, selon vous, il est possible justement qu'il y ait une deuxième ponte cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui, disons que généralement les pontes se font, on se dit, à la première pleine lune de novembre. Cette année, la pleine lune est un peu bonheur dans le mois. Donc les températures de l'eau, effectivement, sont assez fraîches encore pour la saison. Il y a aussi les conditions météo, je veux dire le vent ou les marées, qui peuvent également influencer donc, la pente. La prochaine pleine lune se fera le 8 décembre prochain. Oui. Là, normalement, les eaux devront être plus chaudes, donc plus propices pour une pente, on va dire, massive. Un peu plus importante coraux, oui. Que ce qu'on a observé. Alors, cette année, Cinzia, vous avez suivi la ponte des coraux à la baie des Citrons et vous avez partagé avec nous quelques images que l'on va regarder ensemble. Est-ce que vous pouvez les commenter pour nous? Oui, ça, du coup, je suis allée en fait à la BD et j'ai observé la ponte dans 3 différentes colonies à 3 différents moments. Ça, c'était un moment qu'on rappelle staging. Et du coup, la formation, les coraux, en fait, c'est atypique des coraux qui sont hermaphrodites. Wow. Du coup, ils sont des gamètes femelles et des gamètes mâles. Et ça, c'est quand les petits polypes vont mettre tous ensemble, tous les gamètes ensemble, et va former un petit boule, en fait, qui va sortir de la bouche. Et après, elle est fermée avec des mucus. Et il y a des œufs qui sont dedans. Et en fait, ces œufs sont pleins de substances gras. Et c'est pour ça que quand la petite boule elle est relâchée, elle va directement à la surface. Elle va flotter. Elle flotte, d'accord. Oui. Oui. Elle reste sous la surface pour un petit moment. Et après, cette boule ça va casser et va relâcher les gamètes mâles et les gamètes femelles qui vont... Et comme ça, en fait, l'encontre gamètes mâles et gamètes femelles d'autres colonies font la fécondation. D'accord. Là, quand on voit ces images, ça semble magique. Est-ce que vous, avec votre regard de scientifique, vous trouvez ça toujours magique ou est-ce que vous êtes en train déjà de vous dire, de quantifier là, le nombre de pondus, leur taille? Oui, c'est clairement un moment magique, mais franchement, oui, quand je suis là, je pense toujours à prendre des données tout de suite. Et du coup, je regarde l'horaire, je regarde l'endroit, l'espèce, sont quelles les conditions, c'est quelle la température, s'il y a des conditions particulières, je note tout en fait, parce que c'est un événement qui vient juste une fois à l'année. Et du coup, il y a quand même une grande variabilité dans différents endroits de la Nouvelle-Calédonie. Du coup, je veux vraiment comprendre quelle est la combinaison des facteurs environnementaux qui font que cette population fait la ponte le 5e jour, cette population fait la ponte donc c'est vraiment l'occasion de récolter un maximum de données. Sylvain, comment s'est passée la ponte des coraux de l'aquarium cette année? Cette année, on a également observé des pontes. Ça fait déjà plusieurs années en fait qu'on scrute, qu'on observe. On va le voir à l'écran. On observe donc les bacs de l'aquarium. Particulièrement cette année parce qu'au fait, après pratiquement 2 ans de fermeture et la réfection des bacs, on ne savait pas si nos coraux que nous allions allaient reprendre de nouveau. Donc cette année, effectivement, on a eu une petite ponte sur certaines espèces. Là, ce qu'on voit, c'est en fait un Montipora. Et, pardon, un Montipora. Un Montipora. Oui, c'est un genre de corail.
Et ça s'est passé vraiment vers 20h, donc 2 heures après le coucher du soleil. D'accord. Dans un de nos bacs, en fait. Alors, la ponte des coraux en aquarium est un phénomène plutôt rare. Pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, elle est conditionnée en fait, à beaucoup de facteurs environnementaux vraiment différents. Je vous disais, les marées, la lune, la température de l'eau, etc. À la Combe des Lagons, on a la particularité d'être pratiquement un petit lagon supplémentaire. On a les mêmes conditions qu'à l'extérieur. Là, on voit justement on le voit sur ces images, oui. Sur ces images, en fait, on est en circuit ouvert, donc on a la même température que l'eau extérieure, de la BD notamment. Oui. On a des verrières au-dessus des bacs, donc le soir, nos bacs sont sous influence de la lune également. Donc il y a vraiment un cycle naturel qui se forme et donc on a observé dans nos bacs vraiment aux heures précises où ça pond également dans le lagon des pentes de certains de nos coraux. Pas de tous nos coraux, mais de certains de nos coraux. D'accord, comme s'ils étaient en pleine nature. En pleine nature, tout à fait. La ponte des coraux n'est que le début du cycle. Ensuite, les œufs se transforment en larves. Voici justement les images que Shinja a partagées avec nous. Comment est-ce que les œufs deviennent larves ? Du coup, oui, il y a une première étape qui c'est en fait la fécondation. Et après, il y a une plusieurs division cellulaire, qui c'est l'embryogenèse. Et après, en fait, ils font, pour faire bref, ils font 4 jours pour avoir un larve qu'on appelle planula, qui est capable de nager. Et du coup, après 4 jours, en fait, on a un larve qu'on appelle compétente. La compétente ? Oui, un larve compétente. Qui est capable. Elle nage dans un mouvement circulatoire, en fait. Oui. Et du coup, elle est capable de descendre dans la colonne d'eau et de trouver, de garder où se peut installer. Elle va choisir activement les substrats où se va installer. D'accord. Oui. Okay, oui, donc il faut imaginer que c'est des tout petits animaux. Voilà. Oui. Ok. Et, elle nage quand même dans le milieu marin, dans le courant, donc elle est emportée par les courants. Immense, oui. Il faut trouver le bon support sur lequel elle va pouvoir se fixer et commencer à grandir. Donc il se passe combien de temps là, entre justement la ponte et le stade de croissance qu'on voit sur ces images-là ? 4 jours, c'est ça ? 4-5 oui, jours ? pour les stades de larves, oui, ça dépend de l'espèce, mais normalement pour les acropora, qui sont les plusieurs nombreuses espèces qu'on connaît, oui, sont 4 jours de développement. D'accord, ok. Alors l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, effectue un suivi des pontes de coraux et on voit d'ailleurs que ces larves, elles deviennent ensuite des bébés coraux, des petits bébés coraux. Et entre... on va le voir là sur les images, ces bébés coraux, voilà. C'est ça que je voulais voir depuis tout à l'heure. D'accord. Et donc, là, il se passe combien de temps justement entre la ponte et ce stade-là ? Entre l'œuf et le moment où ça devient un petit bébé corail. Du coup, à un moment qu'on a la larve qui est compétente, en fait, si tout va bien, si elle trouve un substrat qui est idonné pour l'attachement, et du coup, elle va devenir va former un petit polype qu'on appelle spate. Oui. Cette spate, elle a besoin de temps pour fermer sa bouche, pour former les tentacules et la cavité gastrovasculaire, mais surtout, elle a besoin de temps pour capter des microalgues qu'elle peut garder dans les tissus. Et ces microalgues sont des algues qui peuvent faire la symbiose et peuvent produire de l'énergie que les coraux peuvent utiliser pour la croissance. Et du coup, ça, c'est un moment variable. Sur cette image-là, j'ai pris cette image après un événement des pontes qu'on a fait en conditions contrôlées à l'aquarium de Ouméa. Oui. Et cette image sont après 5 mois. Du coup, cette image-là, on parle de l'ordre des millimètres. Quand même. Ah oui, oui, oui. Et du coup, elle donne aussi une autre information, en fait, qui est dans la même espèce, dans la même ponte, cette image surtout, et on peut voir qu'il y a des variabilités, en fait, il y a des recrutes qui vont grandir beaucoup plus vélocement, oui, plus vite. Plus rapidement. Plus rapidement, merci, des autres. D'accord. Et à l'aquarium, donc, vous élevez aussi les coraux ? On a fait quelques expériences, oui, où on a prélevé justement les planulas et qu'on a mis donc en incubation. Et après, on leur a offert des supports, en fait, qui étaient préparés des semaines avant pour pouvoir justement recruter et ainsi suivre les petites polypes. Les recruter. Mais le recrutement se fait également naturellement dans nos bassins, en fait. On a de la pousse, on va dire, spontanée dans nos bassins, en fait. Déjà par l'eau que l'on pompe. Donc les larves peuvent arriver directement déjà par l'eau de mer. Par la mer, oui. Voilà.
et également par les pontes qui se font à l'aquarium et qu'on n'est pas toujours là pour le voir, mais en fait, ils peuvent également se fixer dans le bassin. Et donc les coraux qu'on peut observer à l'aquarium, ils viennent de la mer ou ils sont nés et ont été élevés à l'aquarium? Une grande partie a été prélevée et mis dans les aquariums, et puis on grandit depuis dans les bassins. Mais une toute petite partie, oui, sont nés à l'aquarium, en fait. D'accord. Alors, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, effectue justement un suivi des pontes de coraux depuis 10 ans en Nouvelle-Calédonie. Et pour analyser la qualité des pontes, vous allez voir que les chercheurs placent sous l'eau des plaques en terre cuite afin de récolter quelques mois plus tard les fruits de cette ponte que l'on appelle les recrues, comme vous en parlez depuis tout à l'heure. Et je vous propose de suivre cette étape grâce à un extrait de ce reportage signé Jean-Michel Boré pour l'IRD. Cette plaque de grès céramique, elle a d'abord été biologisée avant la ponte des coraux, c'est-à-dire qu'on va l'immerger en mer 1 mois avant la ponte pour qu'il y ait déjà des petites algues corallines, des petites algues calcaires, de façon à ce que ce soit vraiment confortable pour la larve de s'y fixer, comme dans le milieu naturel. Et ensuite, 3 mois après l'immersion, après la récolte de fin février, début mars, on va donc passer ces plaques à la javel de façon à tuer toute la matière organique et on aura uniquement les squelettes de ces petites larves. Je suis en train de lire les larves de coraux, les recrues, qui correspondent à un petit œuf de corail qui vient d'éclore et c'est le premier bourgeon avant la division. En fonction de leur forme, on va les classer par famille. À ce stade-là, c'est uniquement la famille. Il ne s'agit pas du tout d'aller vers l'espèce, bien évidemment, ou le genre. On reste au niveau de la famille. Ici, on voit bien l'ancienne enveloppe de l'œuf, de la ponte corallienne, qui s'est posée, qui s'est calcifiée et qui maintenant, va se diviser et va créer une future colonie. Quelle connaissance ce suivi sur les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie nous apporte-t-il ? Les valeurs qu'on a trouvées avec ces premières années de suivi au niveau du recrutement corallien montrent qu'on a vraiment des taux de recrutement qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on voit dans d'autres régions. Par exemple, en Polynésie, donc on a vraiment un suivi vraiment similaire depuis une vingtaine d'années. Le taux de recrutement, c'est de l'ordre de 5-6 recrues par plaque. En Australie, c'est plutôt de l'ordre de 20 recrues par plaque de recrutement. Et ici, on est en moyenne 35 recrues par plaque, avec des années exceptionnelles où on monte à 400 recrues par plaque en moyenne, avec sur certaines plaques 800 individus, plus de 800 individus sur une seule plaque de recrutement de 11 cm sur 11. Donc c'est vraiment des choses exceptionnelles. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça montre que quand il y a une perturbation, le récif est vraiment apte il est prêt à repartir. Donc les coraux sont prêts à venir s'installer pour reformer des colonies adultes. Voilà, donc des pontes importantes. Sylvain, vous saviez, vous, que notre corail était si productif? Non, pas du tout, non. Comparativement au récif australien ou polynésien, non, je ne savais pas que le corail calédonien était aussi champion du monde dans... Et on l'a vu dans le reportage. Est-ce que vous savez, vous ou vos collègues, pourquoi le corail corallien il se reproduit plus massivement qu'à Tahiti ou en Australie? Ça va être nos amis de l'IRD et chercheurs qui vont pouvoir nous aiguiller dessus. Cynthia. Mais oui, en fait, le recrutement, c'est un indicateur de santé des récifs coralliens. Donc le recrutement, on rappelle, c'est le fruit de la ponte des coraux. Oui, du coup, et du coup, on peut dire, en fait, si on a beaucoup de recrutement, et on peut dire que les coraux sont en bon état de santé. Et c'est vrai que quand je regarde les données sur la fécondité que j'ai pris, que c'est juste le nombre des œufs qui sont produits pour polypes dans une grosse colonie, oui. Je vois que je prends des données qui sont quand même comparables avec l'Australie ou d'autres endroits. Du coup, je ne parlerai pas de productivité, mais je parlerai plutôt des qualités des larves. Du coup, je crois que des larves de bonne qualité, en fait, ce sont des larves qui sont des mortalités
qui ont plus de chances de survie. Ils ont plus de chances de survivre. Et du coup, aussi, notre explication peut-être, et pour arriver, ça c'est mon opinion personnelle, en fait, que la Nouvelle-Calédonie, elle est un récif qui est un peu différent de l'Australie aussi, parce que dans l'Australie, dans la côte, à les récifs extérieurs, il y a un gros lagune, ils font 2h30 de navigation pour arriver à l'extérieur. Et du coup, ça peut juste augmenter la dispersion des larves. Ça veut dire qu'en fait, les larves peuvent trouver un bon endroit pour s'installer et mettre plus de temps. Et ça peut augmenter les facteurs de mortalité après. Tant qu'elles ne sont pas encore fixées, ancrées, elles ont plus de chances de ne pas survivre, justement. Donc elles mettent plus de temps. Parce que quand même, dans cet état-là, elles survivent pour les réserves qui sont passées dans le géniteur. Ne sont pas capables de s'alimenter. Ah oui, d'accord. Du coup, ça reste plus de temps dans cette condition, à cet stade-là. Et du coup, ils vont consommer toute l'énergie. L'énergie qu'ils ont, donc ils auront plus de mal à recruter, quoi. Oui. Donc, ce n'est pas forcément lié à la pollution de l'eau ou à la température de l'eau. Mais ça sont d'autres facteurs. S'il y a une température très élevée, ça, c'est un autre facteur de mortalité, ce sont des facteurs extérieurs. Ouais. Ça que vous observez dans vos études, justement, c'est des paramètres, des facteurs que vous prenez en compte quand vous étudiez Et oui, en fait, ça c'est Mosen qui prend les données des recrutements, il prend aussi compte de la variation des températures parce qu'il prend des données sur différents sites et du coup il a besoin de tenir compte des différents indicateurs, différentes conditions environnementales de chaque site pour comprendre et pour lier la survivance. Est-ce qu'il y a des plus grosses pontes après les périodes de blanchissement des coraux? Et non. Non, il y a des études en fait qui montrent que si les coraux vont être stressés, et du coup ils ont des blanchissements et en fait ils sont très stressés, ils ont du mal à continuer les cycles reproductifs et du coup au lieu d'avoir de survivre. Donc ça va perturber le cycle. Énormément, on va dire, utiliser leur énergie pour pouvoir d'abord survivre et se remettre du blanchiment que de lancer une phase de reproduction. À rester en vie. D'accord. Et du coup là, ça arrive en fait que les larves ne sont pas de bonne qualité à la fin. Et du coup, il y a des grandes mortalités aussi. D'accord. Oui, tout est lié en fait. C'est multifactoriel, mais tout est lié. Mais disons que le lagon calédonien, on va dire, est en bonne condition, donc ça aide quand même à la bonne, la bonne reproduction de nos larves de corail. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Avant de se quitter, on va passer à un tout autre sujet. C'est la semaine européenne de réduction des déchets cette semaine, avec des événements organisés un petit peu partout dans le pays. Le thème cette année, ce sont les déchets textiles. Vous savez, c'est ces vêtements qu'on ne met plus, qui dorment dans nos placards et qu'on finit finalement par jeter. Et je vous propose donc de découvrir une solution pour lutter contre ce gaspillage. Regardez plutôt. Salut Émilie. Salut Chloé. Alors tu viens d'ouvrir une boutique de vêtements pour femmes et enfants dont le concept est un peu spécial, explique-nous. Exactement, je viens d'ouvrir la première boutique d'échange à Nouméa. Le concept est simple, c'est échanger au lieu d'acheter, donc c'est économique et écologique. Génial, tu nous montres ? Eh bien suivez-moi. Voilà, alors moi j'ai fait un peu le tri dans mon placard, je t'ai apporté 2-3 vêtements à échanger. Mais en fait, je comprends pas le principe, tu payes rien du tout en échange, j'apporte des vêtements et j'en récupère d'autres. Alors ok, je vais regarder ce que tu m'as apporté. Donc si, bien sûr, il y a un système de points qui dit les vêtements, s'ils valent 1 point, 2 points ou 3 points, simplement pour graduer un short, une jupe ou un haut. Okay. Et après, donc les points que tu obtiens avec tes dépôts te permettent de prendre de nouveaux articles. Et après, tu payes un pass, en fait, ce pass qui te permet d'accéder à la boutique et de pouvoir faire tes échanges. Ok, super, très bien. Donc là, je gagne des points que je vais réutiliser dans ta boutique. Exactement. Donc là, pour tout ça, donc la robe, c'est 2 points, le short et le haut, c'est 1 point. Tu as 4 points. Et donc ces 4 points, tu reprends ce que tu veux dans la boutique. Ok, 4 points. Nickel, je vais regarder ça. Merci. Bon, là, j'ai trouvé mon bonheur. On va voir. Je passe à l'essayage.
Il y a un gain de temps, un gain d'argent et en plus on consomme deuxième main et avec cette boutique je voulais aussi montrer que le deuxième main c'était de la super qualité. Ça répondait complètement en tout cas à moi, à mon mode de vie et à mon envie de consommer plus responsable. L'industrie du textile est la deuxième la plus polluante au monde après le pétrole, c'est juste énorme et 10% des émissions de gaz à effet de serre, donc ça c'est juste colossal. Il y a un gaspillage monstrueux dans le textile parce qu'on nous fait trop consommer, surconsommer, acheter beaucoup plus qu'on a besoin. Et aujourd'hui, on n'en parle pas assez, il faut en prendre conscience. On peut consommer autrement tout en continuant à se faire plaisir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci encore à tous les deux d'être venus sur le plateau de Ça vous parle. On rappelle la date de la prochaine ponte. Alors la prochaine pleine lune, c'est le 8 décembre. Donc on aura peut-être la chance, vers le 12 décembre, si vous mettez la tête sous l'eau de nuit sur le récif, vous aurez peut-être la chance d'observer donc, cette fameuse neige à l'envers. Et vous l'observerez à l'aquarium? On y sera. D'accord, mais c'est pas les pieds au sec et on verra si ça pend de nouveau dans nos bacs. Bon, la soirée continue en tout cas sur Calédonia. À 19h55, retrouvez votre émission au Cauchemar en cuisine. Bonne soirée à tous. Merci.